La première fois que Silas Dubois l'a vue, elle se tenait sur un balcon, arrosant des fleurs comme une prisonnière comptant les jours. Robe blanche, cheveux d'or captant le soleil du désert, et des yeux qui le traversaient. Pas le regarder, le traverser, comme si elle cherchait quelque chose au-delà de ces collines balayées par la poussière. Elle s'appelait Éléonore Hart Bennett. Elle avait 32 ans. Elle était la femme d'un autre homme depuis 3 ans, 2 mois et 16 jours. Silas apprendrait cela plus tard, après que tout ait volé en éclats. Après le sang, après la fuite, après avoir découvert que certaines cages sont faites d'or, et qu'en les brisant, le coup dépasse la vie elle-même. Silas Dubois était autrefois un avocat. Puis il est devenu un vagabond. Puis il est devenu l'homme qui a aimé une femme qu'il n'avait pas le droit d'aimer, et il a payé cela avec tout ce qui lui restait. C'est l'histoire de 2 personnes qui ont tenté de voler la liberté dans un pays où la liberté était la seule chose qu'on ne pouvait acheter. Si vous voulez savoir jusqu'où un homme ira pour une femme qui n'a jamais été sienne à sauver, restez avec moi. Appuyez sur ce bouton j'aime. Vous aurez besoin d'entendre chaque mot de ce qui suit. Territoire du Nevada, 1876. Sandy Creek était une de ces villes minières qui ressemblaient à si Dieu avait oublié de finir de la construire. Cabane en bois, un saloon qui sentait le whisky et la violence, et un seul manoir blanc trônant au milieu, le tout comme un mensonge qu'on aurait raconté sur la civilisation. Ce manoir appartenait à Charles Bennett, ancien officier de l'Union, propriétaire de mines. Le genre d'homme qui croyait que tout avait un prix, y compris les gens. Éléonore était le prix que son père avait payé pour sauver sa ferme déclinante au Kansas. 3 000 $ en or. C'est ce que Charles lui a donné en 1873. C'est ce que valait Éléonore sur le papier. Elle raconterait cela à Silas plus tard, sa voix aussi plate que le sol gelé. Mon père n'a pas pu me regarder quand il a signé. Il a dit que Charles s'occuperait de moi. Il l'a fait. Comme on s'occupe d'une propriété. Silas est arrivé à Sandy Creek un mardi. Il est entré avec rien d'autre qu'un cheval fatigué, un Colt 45, et un diplôme de droit qu'il avait brûlé 3 ans plus tôt à Philadelphie après avoir vu un homme innocent pendu. Parce que la justice était un jeu. Les riches gagnaient toujours. Charles avait besoin d'un contremaître. Quelqu'un qui savait lire, écrire et empêcher ces mineurs de voler. Silas pouvait faire les 3. 40 $ par mois. Il a accepté. Pas parce qu'il avait besoin de l'argent. Parce qu'il avait besoin de disparaître. La première fois que Silas a vu Éléonore de près, elle était dans la bibliothèque du manoir. Il était entré pour livrer le grand livre hebdomadaire. Charles n'était pas là. Il était à Virginia City, inspectant une autre mine. Elle se tenait près de la fenêtre, lisant Feuilles d'herbe de Whitman. L'édition reliée, celle que Charles qualifiait de littérature dangereuse. Elle l'entendit entrer, se retourna. Ses yeux vers le mesurèrent comme s'il était un problème qu'elle n'avait pas encore résolu. « C'est un livre dangereux, Madame Bennett, dit Silas. Je l'ai entendu dire. » Elle le referma. « C'est pour ça que je le lis. » Ils restèrent là. 2 étrangers dans une pièce pleine de livres qu'aucun des 2 n'était censé toucher. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, monsieur McCall ?» demanda-t-elle. « Pour la même raison que vous, Madame Bennett. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Quelque chose passa entre eux alors. Une reconnaissance. Pas de l'attirance. Pas encore. Juste la compréhension qu'ils fuyaient tous 2 quelque chose et qu'ils étaient allés aussi loin qu'ils le pouvaient. Cette nuit-là, allongé dans sa cabane près de la mine, Silas essaya de l'oublier, essaya de se dire qu'elle n'était qu'une femme mariée parmi d'autres dans une ville pleine de choses qui ne lui appartenaient pas. Mais il continuait de voir ses mains sur ce livre, la façon dont elle le tenait, comme si c'était la seule chose honnête dans cette maison d'or et de mensonges. Silas ne le savait pas encore. Mais Éléonore planifiait son évasion depuis 2 ans. Chaque mois, un marchand ambulant nommé Silas venait en ville. Chaque mois, elle lui vendait un bijou que Charles lui avait donné, un bracelet, un collier, une broche. Chaque mois, elle échangeait des chaînes d'or contre de la poussière d'or, échangeant la cage contre la clé. Elle était à cette once de la liberté quand Silas est apparu et a tout gâché. Charles est parti pour Virginia City 1 semaine après l'arrivée de Silas. Affaire avec le gouverneur du territoire. Il serait parti 4 jours, peut-être 5. Il a dit à Éléonore de rester à la maison. Il a dit à Silas de surveiller la mine. Ni l'un ni l'autre n'a obéi.
Le premier après-midi où Charles fut parti, Silas retourna à la bibliothèque. Il se dit qu'il avait besoin d'un autre livre. Il se dit qu'il ne la cherchait pas. Elle était déjà là, lisant près de la fenêtre. Le soleil faisait paraître ses cheveux comme s'ils étaient en feu. « Vous êtes revenu » dit-elle sans lever les yeux. « Je l'ai fait. » Pourquoi ? Silas aurait dû mentir. Il aurait dû dire quelque chose sur les livres. Au lieu de cela, il a dit « Parce que vous êtes la première personne depuis 3 ans qui m'a regardé comme si j'étais encore humain. » Elle a finalement levé les yeux et Silas l'a vue. Cette lueur de reconnaissance. Elle comprenait. Dieu les aide tous les deux. Elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Ils ont parlé cet après-midi-là. Pas d'amour, pas de fuite. Ils ont parlé des livres que Charles gardait enfermés, de l'océan qu'elle n'avait jamais vu, de la vie qu'elle aurait dû avoir avant que son père ne la vende comme du bétail aux enchères. « Le détestez-vous » demanda Silas. « Votre père. » Éléonore fut silencieuse un long moment. Non, il était désespéré. Les gens désespérés font des choses désespérées. Je comprends ça maintenant. J'aurais juste aimé que quelqu'un me demande ce que je voulais. Qu'est-ce que vous vouliez? Elle sourit, triste comme un dimanche matin. Choisir. Juste une fois. Ne pas choisir. Le deuxième jour, ils se sont revus. Cette fois, Éléonore lui a parlé de Philadelphie, de Samuel Brigg, l'homme innocent qu'il n'avait pas réussi à sauver, de la façon dont Silas avait regardé par la fenêtre de son bureau pendant qu'on le pendait à l'aube, de la façon dont il avait brûlé son diplôme de droit cet après-midi-là et était parti vers l'ouest avec rien d'autre que la honte dans ses sacoches. « Vous avez essayé » dit doucement Éléonore. « C'est plus que ce que la plupart des hommes font. Essayer ne ramène pas un homme des morts. Non. Mais ça signifie quelque chose. Ça doit vouloir dire quelque chose. » Silas voulait la croire. Vouloir croire que l'échec avec honneur valait mieux que le succès sans lui. Mais il avait vu trop du monde pour croire à la rédemption. Le troisième jour, ils se sont assis près de la fenêtre, regardant le coucher du soleil teinter le désert de rouge. Éléonore lui posa une question qui changea tout. « Si vous pouviez aller n'importe où iriez-vous » Silas réfléchit. Nulle part. N'importe où. Peu importe tant que je continue de bouger. Ça a l'air solitaire. Ça l'est. Il la regarda. Et vous? La voix d'Éléonore devint douce, presque rêveuse. L'océan. Je ne l'ai jamais vu. Se termine et savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que tout ça. La façon dont elle le dit, comme si c'était la seule prière qui lui restait. Alors partez, dit Silas. Je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent, pas de famille. Non. Alors trouvez un moyen. Éléonore se tourna pour lui faire face. Ils étaient proches maintenant. Assez proches pour qu'il sente la lavande dans ses cheveux. Assez proches pour qu'il voie le battement de son pouls dans sa gorge. « Viendriez-vous avec moi » demanda-t-elle. Silas savait qu'il devait dire non. Savait que cette route ne menait qu'au sang et au regret. Mais il en avait assez de fuir les choses. Peut-être était-il temps de courir vers quelque chose à la place. « Oui, dit-il. » Ils ne s'embrassèrent pas, ne se touchèrent pas, mais l'air entre eux était électrique, dangereux, vivant. La respiration d'Éléonore s'accéléra. Les mains de Silas se serrèrent en poing pour l'empêcher de la chercher. Cette nuit-là, Éléonore resta éveillée à côté du lit vide de Charles et prit sa décision. Elle allait s'enfuir. Elle prendrait ses 7 onces de poussière d'or et elle s'enfuirait vers l'ouest, vers l'océan. Et elle ne partirait pas seule. Charles revint plus tôt. Il avait entendu des rumeurs de bandits sur la route de Virginia City et avait décidé de ne pas prendre de risques. Il arriva à l'aube, 2 jours avant l'échéance, et trouva sa maison trop calme. Il se tint dans le couloir et le sentit. Ce subtil changement dans l'air quand quelque chose a été déplacé, touché, respiré par quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Il se dirigea vers la bibliothèque, vit 2 tasses de thé sur la table. Les 2 avaient encore des résidus. Éléonore descendit les escaliers, les cheveux détachés sur ses épaules, quelque chose qu'elle ne faisait jamais en journée. « Qui était là » demanda Charles. « Monsieur McCall. » Il est venu faire rapport sur le grand livre de la mine. Charles s'approcha, la regarda comme on regarde un cheval qui pourrait boiter. L'a-t-il fait? Il tendit la main, toucha ses cheveux, les renifla. Vous sentez différent.
J'ai changé de parfum. Charles ne dit rien, se contenta de la regarder avec ses yeux bleus froids qui avaient vu des hommes mourir sans sourciller. Puis il sourit, et Éléonore sentit de la glace dans sa colonne vertébrale. « Habillez-vous correctement, dit-il. Nous dînons avec le maire ce soir. Portez le collier d'émeraude. » Éléonore hocha la tête et monta. Ses mains tremblaient. Ce soir-là, Charles appela son homme le plus fidèle, Thomas Brigg, un ancien éclaireur de cavalerie balafré qui avait tué plus d'Apaches qu'il ne pouvait en compter. « Je veux que vous surveilliez ma femme, dit Charles. Chaque mouvement, chaque mot. Si elle parle à McCall à nouveau, dites-le-moi. Vous pensez qu'elle est? Je pense qu'elle a oublié à qui elle appartient. » Charles versa du whisky, le but à sec, et je vais le lui rappeler. La semaine suivante fut une agonie. Éléonore ne pouvait plus rencontrer Silas à la bibliothèque. Brigg était partout. Une ombre dans le couloir, une silhouette observant depuis l'écurie, une forme dans l'obscurité devant sa fenêtre. Mais Charles fit une erreur. Il annonça qu'il irait à Carson City pendant une semaine. Affaires importantes avec le gouverneur du territoire à 50 miles de là. Il partirait le lundi. Éléonore savait que c'était un piège. Savait que Charles l'attestait, mais elle savait aussi qu'elle n'aurait jamais une autre chance. Elle envoya un message à Silas par l'une des filles de cuisine. 2 mots, lundi, minuit. Silas reçut le message alors qu'il était au bureau de la mine, vérifiant l'inventaire. Il le brûla immédiatement, mais son cœur battait la chamade. Lundi soir, Silas attendait près du sentier nord. La lune était une faucille d'argent. Son cheval était sellé, son arme chargée. Il avait économisé $80, assez pour des billets de train pour la Californie, peut-être un mois de loyer après ça. Puis il entendit des pas, se retourna, et là, elle était. Éléonore portait une simple robe d'équitation, bleu foncé, avec une cape par-dessus. Ses cheveux étaient tressés serrés. Dans ses mains, un sac en toile. Elle le lui tendit. Il était lourd comme le péché. « Qu'est-ce que c'est » demanda Silas. « De l'or. 7 onces. Je l'économise depuis 2 ans. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. « C'est assez pour nous emmener en Californie, à l'océan, à n'importe où qui n'est pas ici. » Silas regarda le sac, la regarda. « Éléonore, si nous faisons ça, il n'y a pas de retour possible. » « Je sais. » Elle s'approcha. « Silas, j'ai été la propriété de quelqu'un toute ma vie. D'abord celle de mon père, puis celle de Charles. Juste une fois avant de mourir, je veux m'appartenir. » Silas voulait lui dire toutes les raisons pour lesquelles c'était insensé. Vouloir lui dire qu'il serait traqué. Que Charles n'arrêterait jamais. Que aimer lui coûterait tout. Mais au lieu de cela, il l'embrassa. Éléonore lui rendit son baiser comme si elle se noyait et qu'il était l'air. Ses mains se crispèrent dans sa chemise, le tirant plus près, et Silas sentit quelque chose se fissurer en lui. Quelque chose qu'il pensait avoir enterré à Philadelphie il y a 3 ans. Ils se séparèrent, respirant fort. Les yeux d'Éléonore étaient brillants, féroces, vivants. « Il y a un ruisseau à 1 mile au nord, » dit Silas, la voix rauque. « Personne n'y va la nuit. Nous pouvons. » Oui. Ils galopèrent dans l'obscurité. Le désert était argenté sous la lune, silencieux sauf le vent et le bruit des sabots sur la pierre. Silas continuait de regarder derrière eux, mais le sentier était vide. Peut-être que Charles était vraiment parti à Carson City. Peut-être qu'ils auraient de la chance. Au ruisseau, ils descendirent de cheval. L'eau se précipitait sur des rochers lisses, froides et purs. Des peupliers projetaient des ombres sur la rive. Éléonore se tourna pour lui faire face. Le clair de lune capturait la courbe de son cou, la ligne de sa clavicule au-dessus de sa robe. Elle respirait vite, et pas à cause de la course. « Je n'ai jamais fait ça, dit-elle. « Choisi ? Je n'ai jamais choisi quoi que ce soit dans ma vie. »« Vous choisissez maintenant, » dit Silas. Elle leva la main, défit ses cheveux. Ils tombèrent en vagues dorées sur ses épaules. Puis elle se rapprocha, prit sa main, la posa sur sa taille. « Alors je te choisis. » Silas la serra contre lui, l'embrassa lentement cette fois, la goûtant, la mémorisant. Son corps était chaud contre le sien, doux là où il était dur, des courbes qui s'ajustaient à lui comme si elle avait été faite pour ce moment. Ses mains glissèrent le long de son dos,
sentant sa forme à travers le tissu. La façon dont sa respiration se bloqua quand il toucha le bas de son dos, la base de sa colonne vertébrale. Les doigts d'Éléonore travaillaient les boutons de sa chemise, tremblants. Quand ses paumes touchèrent sa poitrine nue, Silas gémit contre sa bouche. Elle recula juste assez pour le regarder, vraiment le regarder, et il vit le désir dans ses yeux. Brut, honnête, le sien. « J'ai besoin de savoir, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de savoir ce que ça fait d'être touché par quelqu'un qui ne me possède pas. » Ils s'enfoncèrent dans l'herbe près du ruisseau. Silas étendit son manteau sous elle, et elle s'allongea, le tirant vers elle. L'air nocturne était frais, mais sa peau était fiévreusement chaude sous ses mains alors qu'il défaisait sa robe, révélant la courbe pâle de ses seins, le doux renflement de son ventre, la géographie sacrée d'un corps qui n'avait jamais été traité comme sacré. Il l'embrassa sur chaque pouce. Il découvrit le creux de sa gorge, la vallée entre ses seins, la peau douce sous son nombril. Éléonore haleta, s'arqua, enfonça ses doigts dans ses épaules. « Silas, dis-moi si je te fais mal. »« Tu ne le feras pas. Tu ne pourrais pas. » Quand il entra en elle, elle poussa un cri, pas de douleur, mais d'un soulagement, comme si elle retenait son souffle depuis 3 ans et avait enfin appris à respirer. Silas bougea lentement, la regardant, apprenant ce qui la faisait halter, ce qui la faisait serrer plus fort, ce qui la faisait murmurer son nom comme une prière. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient silencieusement, le ruisseau chantait sa chanson infinie. Et pour la première fois depuis que Silas avait quitté Philadelphie, pour la première fois depuis qu'Éléonore avait été vendue comme du bétail aux enchères, ils étaient libres. Après qu'ils furent restés enlacés dans l'herbe, la tête d'Éléonore sur sa poitrine, ses doigts dans ses cheveux. Aucun des deux ne parla car les mots auraient tout gâché. Finalement, Éléonore dit « Nous partons ce soir. Dès que nous rentrons, je ferai un sac. Nous roulerons vers le nord jusqu'à l'embranchement ferroviaire d'Austin. 4 jours de dure route. Puis nous prendrons le train vers l'ouest. » Silas hocha la tête contre ses cheveux. « Je connais un chemin à travers les collines, ça nous gardera hors de la route principale. Plus difficile à pister. Est-ce qu'il nous poursuivra ?» Silas ne lui mentit pas. « Oui. » Éléonore fut silencieuse un moment. « Alors tant mieux. Qu'il vienne. J'ai fini d'avoir peur. » Ils retournèrent à Saint-Des-Criques juste avant l'aube. Se séparèrent à 1 mile de la ville. Éléonore au manoir. Silas à sa cabane. Aucun des deux ne vit Thomas Brigg assis sur un cheval à l'ombre d'un éperon rocheux, les regardant se séparer. Aucun des deux ne le vit sourire en tournant son cheval vers le manoir. Charles n'était jamais allé à Carson City. Il avait attendu à Virginia City tout ce temps, et maintenant il savait tout ce qu'il avait besoin de savoir. Éléonore ouvrit la porte de sa chambre et trouva Charles assis dans le noir. Elle se figea. Sa main alla à sa gorge, un geste instinctif. Animal effray. Charles alluma une lampe. La lumière donnait à son visage l'aspect de quelque chose sculpté dans la pierre. Dans ses mains, le sac en toile, son or. « Vous cherchez ça ?» Le cœur d'Éléonore heurta ses côtes. Elle ne dit rien. Charles se leva, s'approcha d'elle lentement, comme un homme s'approchant d'un cheval effrayé. « Vous pensez que je suis stupide ? Je connais Silas depuis 6 mois. Je vous ai laissé vendre vos bijoux parce que je voulais voir jusqu'où vous iriez. » Il leva le sac. « Mais ça, c'est du vol, mon or, ma propriété. »« Je ne suis pas votre propriété, » dit Éléonore. La gifle vint vite. La tête d'Éléonore bascula sur le côté et elle goûta le cuivre. Elle tituba, se rattrapa au commode. Charles lui attrapa le menton, la força à le regarder. « Où est-il ? » Qui? McCall. Ne me mentez pas. Éléonore Brigg vous a vu. Il a tout vu. Le sang d'Éléonore se glaça. Charles la jeta en arrière. Elle heurta le mur, glissa. Il se tenait au-dessus d'elle, respirant fort. Vous l'avez laissé vous toucher. Vous l'avez laissé. Il ne put finir. Ses mains tremblaient. Pas de tristesse, de rage. Briggs, cria Charles. La porte s'ouvrit. Thomas Brigg entra avec 3 autres hommes. Des mineurs, du genre qui font n'importe quoi pour un peu d'argent en plus. « Amenez-moi Jessie McCall, » dit Charles. « Vivant. » Ils trouvèrent Silas dans sa cabane, sellant son cheval. Il les vit arriver et porta la main à son arme,
mais Briggs le frappa par derrière avec la crosse d'un fusil. Silas tomba lourdement, la vision floue, et ils furent sur lui avant qu'il ne puisse se relever. Ils le traînèrent sur la place du village, l'attachèrent au poteau de supplice, celui qu'on utilisait pour les voleurs et les chercheurs d'or illégaux, lui retirèrent sa chemise. La vision de Silas s'éclaircit juste assez pour voir la foule se rassembler, des mineurs, des filles de saloon, le maire, tous ceux qui avaient jamais pris l'argent de Charles Bennet. Éléonore était enfermée dans sa chambre, mais elle entendait par la fenêtre. Elle pressa son visage contre la vitre, vit Silas attaché au poteau en bas, vit Charles se tenir sur le balcon du manoir comme un roi prononçant un jugement. Cet homme, annonça Charles, a violé ma maison, ma confiance, ma femme. La foule murmura. Dans les temps anciens, nous l'aurions pendu, continua Charles. Mais je suis un homme civilisé, alors je vais juste m'assurer qu'il se souvienne de sa place. Il hocha la tête à Briggs. 20 coups de fouet. Eleonore cria. Martella la fenêtre. Le verre se craquela sous ses poings, lui coupant les paumes, le sang coulant sur la douleur. Mais personne ne leva les yeux. Personne n'aida. Briggs leva le fouet, cuir clouté de fils de fer. Silas se prepara. Le premier coup déchira la peau. La mâchoire de Silas se serra, mais il ne cria pas. Le deuxième coup ouvrit une entaille sur ses épaules. Le sang coula dans son dos. Au cinquième coup, les genoux de Silas fléchirent. Les cordes le maintenaient debout. Au 10e, il était à peine conscient. Éléonore ne pouvait plus regarder. Elle détourna les yeux de la fenêtre, s'effondra au sol, et pleura. Ses mains étaient ensanglantées. Sa robe était déchirée. Et quelque part en bas, l'homme qu'elle avait choisi était détruit parce qu'elle avait été assez égoïste pour vouloir plus que la survie. Quand ce fut fini, ils coupèrent Silas et le jetèrent dans le hangar de stockage derrière la mine. L'abandonnèrent là sans eau, sans bandage, juste un homme saignant sur un sol en terre battue, payant le prix d'avoir voulu quelque chose qui ne lui appartenait pas. Cette nuit-là, Charles vint dans la chambre d'Éléonore. Elle était assise près de la fenêtre, les mains enveloppées dans une jupe de petticoat déchirée, regardant dans le vide. « Il ne fallait pas que ça se passe comme ça, dit Charles. Sa voix était presque douce. Je vous ai tout donné. Une maison, la sécurité, le respect. Tout ce que j'ai demandé, c'est la loyauté. Éléonore ne le regarda pas. Vous n'avez jamais demandé, vous avez acheté. Il n'y a pas de différence. Il y a toutes les différences. Charles resta là un long moment. Puis il partit, verrouillant la porte derrière lui. Éléonore attendit que ses pas s'estompent. Puis elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et sortit le petit pistolet que Charles gardait là, un calibre 32 destiné au serpent à sonnette et au temps désespéré. Elle vérifia le barillet. 5 balles. Sufficient. Elle avait passé toute sa vie à avoir peur. Peur de la déception de son père. Peur de la colère de Charles. Peur du monde au-delà de ses murs. Mais elle n'avait plus peur. S'ils allaient mourir, ils mourraient libres. Ou ils mourraient en essayant. Et dans tous les cas, elle serait enfin celle qui choisirait. Éléonore attendit 3 heures du matin. La maison était silencieuse. Charles dormait dans son bureau. Il ne l'avait pas touchée depuis le passage à tabac, et elle savait pourquoi. Il attendait de voir si elle rentrait vers lui, brisée et pleine de remords. Elle ne le ferait pas. Éléonore se déplaça dans la maison sombre comme un fantôme. Le pistolet était froid contre sa paume. Ses mains, toujours bandées, lui faisaient mal à chaque mouvement, mais la douleur n'était qu'une information. Elle lui disait qu'elle était encore vivante. Le hangar où ils avaient enfermé Silas était à la limite du campement minier. Un garde, un jeune mineur nommé Garrett, qui avait tiré le mauvais numéro pour la garde de nuit. Il était à moitié endormi quand Éléonore s'approcha, et il se redressa brusquement quand il la vit. « Madame Bennet, vous ne devriez pas être là. » Elle lui tira dessus. Le coup de feu a déchiré le désert tel un raclement de gorge divin. Silas s'est effondré sans un bruit, un trou béant là où son cœur battait autrefois. Eliane est restée plantée une seconde, stupéfaite par la facilité. Comme tout était simple. On appuie sur une gâchette, et un homme cesse d'être un problème. Elle a enjambé le corps et a fait sauter le cadenas de la porte de la remise d'un tir. À l'intérieur, Marc gisait dans la poussière. Son dos était un tableau macabre de chair déchirée et de sang séché. Au son du coup de feu,
Il a tenté de se relever, mais son corps n'a pas obéi. Elaine. Sa voix était rauque, à peine humaine. Je suis là. Elle s'est agenouillée près de lui, l'aidant à s'asseoir. Marc a halté, son visage d'une pâleur extrême de douleur. Peux-tu monter à cheval? Je le devrais. Elle l'a tiré sur ses pieds. Marc a vacillé, manquant detume. Mais Eliane l'a soutenue. Elle était plus forte qu'elle n'y paraissait, plus forte qu'elle ne s'était jamais connue. Ils ont titubé jusqu'à l'écurie. Eliane avait déjà scellé 2 montures, sa jument alezane et le cheval de Marc, un bai. Elle a attaché un rouleau de couverture et une gourde à chaque selle. Dans son sac de sel, la sacoche de toile remplie d'or. L'or de Gabriel. Son or. Peu importe. Marc s'est hissé sur son cheval par pure volonté. Chaque mouvement rouvrait ses blessures. Le sang trempait le tissu de sa chemise, mais il restait droit. Où? A-t-il demandé. Vers le nord. La voie ferrée près de Sainte-Marie. Comme tu l'as dit. Eliane a enfourché son cheval. Derrière eux, elle a entendu des cris. Quelqu'un avait trouvé le corps de Silas. Quelqu'un avait donné l'alerte. Eliane, a dit Marc, tu as tué un homme. Je sais. Ils te pendront pour ça. Seulement s'ils m'attrapent. Elle a lancé son cheval au galop. Marc l'a suivi, courbé sur sa selle, mobilisant chaque once de sa force restante juste pour rester conscient. Derrière eux, le hameau de Roche-Noire explosait d'activité. Des lanternes s'allumaient comme des lucioles. Des hommes hurlaient, des chevaux étaient sellés, et Gabriel Dubois se tenait sur son balcon, observant sa femme disparaître dans l'obscurité du désert, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans. La peur. Eliane et Marc ont filé pendant 1 heure avant que Marc ne s'effondre enfin. Ils se trouvaient dans un canyon étroit. Des parois de roches rouges s'élevant de chaque côté, à peine assez larges pour 2 chevaux. Eliane l'a rattrapé avant qu'il ne tombe, le reposant doucement. Son dos saignait à nouveau. Sa respiration était superficielle. Son visage avait la teinte d'un vieux papier. « J'ai besoin de me reposer » a-t-il murmuré. « Juste quelques minutes. » Nous n'avons pas quelques minutes. Eliane, tu devrais partir sans moi. Non, je te ralentis. To his lore. Tu peux y arriver. Elle l'a embrassé passionnément, en colère. Je n'ai pas tué un homme pour te laisser derrière. Marc l'a regardé. Vraiment regardé. Et il a vu ce qu'elle était devenue. Pas la femme brisée en robe blanche. Pas la prisonnière arrosant des fleurs sur un balcon. C'était Eliane Hart, la femme qui avait vendu ses chaînes pour la liberté, qui avait tiré sans hésitation, qui avait choisi le sang plutôt que la reddition. D'accord, a-t-il dit. Mais si les choses tournent mal, s'ils nous acculent, tu cours. Promets-le-moi. Je ne promets rien, Eliane. Je ne promets rien, car j'en ai fini de faire des promesses à des hommes qui veulent me contrôler. Elle l'a aidé à remonter sur son cheval, et ils se sont enfoncés plus profondément dans le canyon, vers quoi que ce soit qui les attendait au bout. Ils ont entendu des chevaux à l'aube. Gabriel avait amené 6 hommes, Léon et 5 autres, tous armés de fusils Winchester. Ils avaient traqué Eliane et Marc toute la nuit, suivant le sang que Marc laissait sur les rochers et le sable. Le canyon se rétrécissait devant eux. Marc a d'abord aperçu une fente si étroite qu'une seule personne pouvait passer à la fois. De l'autre côté, le désert ouvert. 3 jours jusqu'à la rivière Humboldt. Traverser la rivière. Perdre la piste. 4 jours de plus jusqu'à Sainte-Marie et la voie ferrée. Mais le cheval d'Eliane a mal marché. Son sabot s'est coincé dans une crevasse. La jument a crié, est tombée lourdement. Eliane a touché le sol, et Marc a entendu un craquement. Il était descendu de cheval avant même de savoir qu'il avait bougé. Eliane aletait, se tenent la jambe. Cheville cassée, peut-être pire. Elle a essayé de se lever et s'est effondrée. Pars, a-t-elle dit entre ses dents. Marc pars. Il l'a soulevée, l'a portée dans le canyon étroit, l'a posée délicatement dans l'espace restreint. Puis il est retourné chercher les chevaux, les a frappés fort pour les faire s'enfuir, laissant Gabriel les suivre. Mais Gabriel était plus malin que ça. Il avait déjà vu la piste de sang menant dans la fente. Marc se tenait à l'entrée, un pistolet à la main. 6 balles dans son colt. 6 hommes arrivaient. Gabriel est arrivé le premier,
s'est arrêté à 30 pieds de distance. Les autres hommes se sont déployés derrière lui, fusil prêt. McCall a appelé Gabriel. Tu n'as nulle part où aller. Rends-la. Je te laisserai vivre. Mark n'a pas répondu. Il a juste armé son pistolet. Tú es un imbécile, a continué Gabriel. Tu crois qu'elle t'aime? Elle se sert de toi. Comme elle s'est servie de Simon. Comme elle s'est servie de tout le monde. Eliane est douée pour ça. Faire croire aux hommes qu'ils sont spéciaux. La mâchoire de Mark s'est resserrée, mais il n'a pas mordu à l'hameçon. Dernière chance, a dit Gabriel. Rends-la. Mark a tiré. La balle a atteint Léon à l'épaule. Léon est tombé en jurant. Les autres hommes se sont dispersés derrière des rochers. Puis ce fut le chaos. Des coups de feu ont résonné dans le canyon. Des balles ricochetaient sur la pierre. La poussière volait. L'odeur de la poudre était épaisse dans l'air. Mark a abattu un homme d'une balle en pleine poitrine. Un autre a reçu une balle dans la jambe et est tombé en hurlant. Mais il en restait encore 4, et Mark n'avait que 3 balles. Il s'est glissé de nouveau dans le canyon étroit. Eliane essayait de ramper plus loin, traînant sa jambe cassée. Mark l'a attrapé, l'a serré contre lui. « Écoute-moi » a-t-il dit. Sa voix était urgente, désespérée. Il y a un passage de l'autre côté. Un sentier étroit le long du mur du canyon. Suis-le vers le nord pendant 3 jours, tu atteindras la rivière. Traverse-la. Continue. 4 jours de plus. Sainte-Marie et la voie ferrée. Et toi? Mark a pressé le sac de toile rempli d'or dans ses mains. C'est suffisant. Une maison en Californie au bord de l'océan. Vis la vie que tu étais censé avoir. Mark, non. Il a embrassé son front, goûtant le sel de ses larmes. Eliane, pour la première fois de ta vie, cours et ne regarde pas en arrière. Il l'a poussée vers le passage. Elle a trébuché, s'est rattrapée au mur, s'est retournée pour le regarder une dernière fois. Mark était une silhouette se détachant sur l'entrée du canyon. Derrière lui, le soleil du désert se levait, peignant le ciel en rouge. Il ressemblait à une figure de légende, un héros, un sacrifice, un homme qui avait enfin trouvé quelque chose pour quoi mourir. « Je t'aime » a murmuré Eliane. Marcus Surrey. « Je sais. » Puis il s'est retourné vers les coups de feu, et Eliane a couru. Elle a escaladé le sentier étroit, sa cheville cassée criant à chaque pas. Derrière elle, elle a entendu d'autres coups de feu, des hommes crier, la voix de Gabriel, dure de fureur. Où est-elle? Et la réponse de Mark, défiante jusqu'à la fin. Partie. Tu ne la retrouveras jamais. Un dernier coup de feu, puis le silence. 5 ans plus tard, Montreal, Californie, côte Pacifique. L'océan s'étendait à l'infini. Le bleu rencontrant le bleu à l'horizon. Les vagues s'écrasaient contre des rochers noirs, projetant des embruns qui attrapaient le coucher du soleil et le transformaient en or. Une petite maison en bois se dressait sur les falaises. De la fumée s'élevait de la cheminée, et sur le porche, une femme regardait la mer. Eliane Hart avait 37 ans maintenant. Ses cheveux étaient toujours dorés, mais il y avait des rides autour de ses yeux dus au plissement face au soleil. Des rides qu'elle avait gagnées. Sa fille, 7 ans, aux mêmes cheveux dorés, jouait sur le sable en contrebas, ramassant des coquillages. Maman, a appelé la petite fille, regarde ce que j'ai trouvé. Eliane est descendue vers elle. Sa boiterie était à peine perceptible maintenant. Elle avait appris à vivre avec, comme on apprend à vivre avec toutes les cicatrices. La fille a levé un coquillage, en spirale. Parfait. Eliane l'a pris, l'a retourné dans sa paume. Il est magnifique, grâce, a dit Eliane. Qui était mon père? A soudainement demandé la petite fille. Eliane savait que cette question viendrait. Elle s'y préparait depuis le jour où Grace était née dans une maison d'hôte à Sacramento, 7 mois après Roche-Noire. Elle s'est agenouillée, a regardé dans les yeux verts de sa fille, les yeux de Mark. C'était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu, a dit Eliane doucement. Il m'a appris que la liberté n'est pas un don. C'est quelque chose pour lequel on se bat. Est-ce qu'il t'aimait? Eliane a souri, des larmes coulant sur ses joues. Plus que je ne le méritais. Elle s'est levée, a pris la main de sa fille, et elles se sont dirigées vers le bord de l'eau. Les vagues leur ont léché les pieds. Froide et pure et infinie. Eliane a fermé les yeux et a respiré profondément.
L'air salin. La liberté. La vie. Quelque part derrière elle. Le soleil se couchait sur la terre. Mais devant, l'océan s'étendait à l'infini. Et Elianart, n'étant plus Bennett, n'appartenant plus à personne, n'ayant plus peur, comprenait enfin ce pourquoi Marc avait donné sa vie. Pas l'évasion, pas la sécurité, le choix. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur ce bouton j'aime. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous voulez plus d'histoires sur des gens qui refusent de rester brisés, il y a toute une playlist qui vous attend. Parfois, les meilleures fins sont celles que nous choisissons nous-mêmes, même quand elles coûtent tout.